Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Le Maroc accueille ce mercredi la réunion ministérielle de la coalition contre Daesh. Environ 80 pays et organisations internationales sont réunis à Marrakech pour faire le point sur la lutte contre le terrorisme dans le monde. Une rencontre qui illustre encore une fois que le Maroc est considéré comme une référence dans la prévention et la lutte contre le terrorisme. Qu'attendre de cette réunion, mais surtout comment partager l'expérience marocaine? Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de Zakaria Aboudab. Il est professeur en relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Bonjour professeur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, professeur, je le disais à l'instant, cette réunion se tient 8 ans plus tard après la création de cette coalition. Peut-on dire que la lutte contre Daesh a été finalement gagnée? On peut dire oui et non. Oui, dans le sens où, depuis précisément donc 2014, où cette coalition mondiale contre Daesh a été créée sur initiative américaine, il y a des actions qui ont été menées. En fait, il fallait identifier un certain nombre de mesures complémentaires plutôt interdépendantes. Les questions militaires, les questions financières, les questions liées à la lutte contre la propagande djihadiste, radicaliste, etc. Il fallait également gagner en nombre parce qu'au départ, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, presque 25 acteurs gouvernementaux. Et donc, progressivement, c'est un peu effet boule de neige. Et troisièmement, il fallait un peu accompagner, si vous voulez, le contexte géopolitique, que ce soit mondial ou régional. Donc, on peut dire qu'en 2019, pratiquement après 4-5 ans de combats et d'actions sur le terrain, notamment en Syrie et en Irak, il y a eu, on va dire, atténuation du risque en provenance de Daesh. Donc, je n'ai pas parlé de carrément déracinement, puisque parallèlement, il y a eu des terreaux parallèles qui ont fait apparition quelque part dans d'autres régions, et notamment en Afrique même du Nord, au Sahel et au Grand Sahara. Et par conséquent, oui, dans un premier temps, on peut dire que les partisans de Daesh ont été chassés, donc de l'Irak surtout et de Syrie, mais Daesh a muté, il y a eu une espèce de métamorphose, comme le soulignent les experts, et apparition d'autres terreaux, que ce soit à Khorasan, même en Afghanistan, que ce soit au Sahel, et donc avec l'apparition, entre autres, par exemple, de l'État islamique au Grand Sahara. Vous voyez, donc il y a des actions qui ont porté le fruit, mais en même temps, le terrorisme est un phénomène qui est transnational, global, qui est dynamique, il change, il mute, et donc du coup, il faut que le combat continue. Alors, si ce combat doit continuer selon vous, quels sont les volets ou les axes de lutte aujourd'hui qui s'imposent selon vous? Alors, il faut quand même revenir, disons, aux orientations fixées par la coalition globale de lutte contre Daesh. Donc, premièrement, il y a la question de la stabilisation des espaces délibérés, c'est-à-dire où existaient les partisans de Daesh, donc les combattants, les fighters. Il fallait quelque part assurer la libération de ces espaces dans les régions où justement ce groupe terroriste, radicaliste et violent se trouve. Deuxièmement, contrecarrer même la propagande de Daesh, parce qu'aujourd'hui, vous savez, des groupes comme Daesh utilisent ou utilisaient les réseaux sociaux de façon massive pour recruter. Et par conséquent, cette action vient en seconde position dans si vous voulez, le cahier de charge ou la déclaration qui a été retenue dès le départ avec la création en 2014 de cette coalition. Troisième lieu, il y a des actions militaires, donc parfois il est nécessaire de mener ces actions. Entre autres choses, il y a eu élimination progressive, vous voyez, les émirs ou les chefs précisément de Daesh, à commencer par Mossab Zarqawi, le premier d'ailleurs qui a été l'un des fondateurs de ce groupe. Quatrièmement, c'est très important aujourd'hui, je crois beaucoup de participants mettent l'accent sur cette question, c'est la prévention des mouvements de mobilité des combattants étrangers. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des partisans qui sont un peu bloqués dans des pays comme la Syrie et qui sont d'origine, en fait, non pas africaine entre autres, ou arabe si vous voulez, mais également d'origine européenne. Et beaucoup de pays, que ce soit l'Allemagne ou la France en Europe, prêtent un intérêt majeur à cette question parce qu'elle est porteuse
de risque pour la stabilité de leur pays. Et enfin, la question de l'assèchement des sources de financement d'actions subversives, quand on sait aujourd'hui que beaucoup de groupes de ce genre utilisaient des rapts, le kidnapping, des rançons, etc., pour mener leurs actions. Donc, vous voyez, ce sont des questions qui sont indépendantes. Et au final, pour résumer, l'action contre le terrorisme est une action globale. Une action globale qui explique donc cette réunion qui, je le rappelle, a été organisée conjointement donc par les États-Unis et par le Maroc et les États-Unis. D'ailleurs, à ce propos, les États-Unis ont réaffirmé leur engagement dans la lutte contre le terrorisme auprès du Maroc. Le Maroc, justement, qui est désormais considéré comme une référence mondiale, notamment en termes de prévention. Selon vous, qu'est-ce que le Maroc peut aujourd'hui offrir comme exemple au reste du monde, notamment en termes de prévention? Précisément, comme vous l'avez dit, le Maroc, dès le départ, s'est inscrit d'abord dans une action de lutte contre le terrorisme, surtout après les événements dramatiques du 11 septembre 2001. Et donc, progressivement, il a quand même développé une certaine expertise en la matière. Lui-même ayant été la cible d'attentats, on s'en souvient, le 16 mai, entre autres, 2003, et au-delà d'attentats terroristes, Casablanca et Marrakech. Et donc, du coup, il a bien inscrit son action d'abord dans une démarche de prévention, par exemple à travers le lancement d'un certain nombre de programmes de lutte contre la radicalisation. C'est très important que ce soit des programmes médiatiques, scolaires, éducatifs, mais également sur le terrain. On peut, entre autres, citer l'action aujourd'hui qui constitue comme une référence du Bureau central des investigations judiciaires, qui a été félicité à maintes reprises par des acteurs internationaux. D'ailleurs, si on comptabilise le nombre de cellules qui ont été démantelées dans une approche, je l'ai dit, préventive, eh bien, il dépasse les centaines et les centaines, voire même récemment, il y a eu démantèlement avec une action conjuguée avec les États-Unis d'une cellule liée à Daesh, précisément au Maroc. Donc, le terrorisme n'est pas mort, si vous voulez. Des événements récents dramatiques aussi en Égypte qui ont causé également des morts. Et c'est la raison pour laquelle le Maroc était resté vigilant et a développé aussi des actions sur le terrain, je l'ai dit, à travers le BC, le Bureau central des investigations judiciaires, mais également à travers la formation des imams à un sunnisme qui est modéré, un islam modéré, qui maintenant, il est plus ou moins, on va dire, marketé, constitue un modèle de référence, non seulement pour des pays de l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, mais également pour des pays européens qui ont demandé que l'expertise aussi marocaine soit partagée. À cela s'ajoute, bien entendu, la vigilance des services du renseignement, parce qu'au final, le terrorisme devrait précisément être combattu à travers des actions non seulement répressives, mais également, surtout, des actions préventives. À ce propos, comme vous le voyez à l'image, hier, une rencontre a réuni donc, le ministre marocain des Affaires étrangères et son homologue espagnol, et l'Espagne aussi qui se dit être aux côtés du Maroc, notamment dans cette lutte. Et on sait pertinemment l'utilité que le Maroc a à jouer, notamment envers de nombreux pays européens. Alors, justement, en termes de coopération, si on peut dire méditerranéenne de lutte contre le terrorisme, selon vous aujourd'hui, quels sont les axes vers lesquels ou les orientations qu'il faudrait prendre pour mieux articuler et mieux prévenir ces phénomènes en fait, de recrudescence de ces groupes? Comme vous avez dit, surtout l'Espagne, avec la visite, bien entendu, de M. Alvarez, le ministre espagnol des Affaires étrangères, l'Union européenne et de la coopération. L'Espagne s'intéresse beaucoup parce qu'elle-même, elle a été l'objet d'attentats dramatiques. C'était en 2004, je m'en souviens. Le Royaume-Uni également, la France avec les opérations en série, l'Allemagne également, qui a été l'objet d'attentats dramatiques. Par conséquent, le Maroc ici devient une sorte d'acteur ou d'allié majeur, crédible, parce que, premièrement, il peut apporter du renseignement, donc le partager, compte tenu de sa connaissance de terrain, d'un certain nombre de profils qui sont dangereux, et ça c'est extrêmement important, et l'exemple français nous l'a bien enseigné. L'Espagne aujourd'hui, avec bien entendu le recentrage de sa politique étrangère, ce qui s'est produit depuis la dernière visite le 7 avril du chef du gouvernement espagnol au Maroc, pour développer justement des actions
tendant à contenir le terrorisme au sein de cette région, vu la proximité géographique de l'Espagne avec le Maroc et de façon générale l'Europe avec l'Afrique, et ainsi de suite. Maintenant, je vois deux directions. Il y a le bilatéral, donc le Maroc, Espagne, Maroc, Allemagne, France, etc. Mais il y a également le multilatéral. Et là, je l'inscris dans une action d'abord entre le Maroc et l'Union européenne, au regard des accords conclus, et notamment tout ce package qui est aujourd'hui en cours de reformulation, si vous voulez, à la suite du statut avancé. Mais il y a également une coopération intercontinentale, comme je la vois entre l'Union africaine et l'Union européenne, sachant bien que, comme je l'ai dit, la question du terrorisme est liée à d'autres facteurs, à d'autres éléments, comme la mobilité, comme la pauvreté, comme les changements climatiques, comme comment dirais-je, la vétusté des structures, la non-gouvernance, l'absence d'infrastructures solides, etc., etc. Et je vois qu'aujourd'hui, il y a toute une feuille de route substantielle à dérouler pour précisément s'inscrire dans l'agenda de la coalition globale contre le terrorisme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le Maroc abrite, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, ce grand meeting avec participation de beaucoup d'acteurs gouvernementaux. Alors, vous l'avez évoqué aussi, professeur, tout à l'heure, c'est la situation en Afrique qui aujourd'hui cristallise les attentions. Je rappelle qu'à ce propos, il y a quelques mois, a été créé donc l'Africa Focus Group dans le cadre de cette coalition mondiale. À Marrakech, de nouvelles orientations devraient être données à cet Africa Focus Group. Selon vous, aujourd'hui, sur le continent, que faut-il pour prévenir davantage ce phénomène-là et comment surtout venir à bout des groupes armés qui aujourd'hui compliquent la situation sécuritaire, notamment dans la bande sahélienne? Précisément, les groupes terroristes choisissent les lieux où il y a une sorte de, disons, de relâchement du pouvoir, relâchement du contrôle. Hélas, nous avons assisté ces dernières années en série à des coups d'État qui ont évincé des présidents qui étaient élus constitutionnellement. À un certain moment, il y a des vides qui ont été créés, mais on sait très bien qu'il y a eu même enracinement territorial de groupes dangereux comme Boko Haram au Nigeria et puis qui circulaient pour élargir son cercle d'action et d'attaque au Tchad, Mali, etc. Nous avons aussi en mémoire, nous gardons cette coalition qui s'est constituée au Mali autour du MNLA, entre autres le Mouvement national de la libération de l'Azawad. On peut parler du Moujahou, c'est-à-dire le mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest déjà. On peut également parler, je l'ai dit tout à l'heure, d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais également de l'État islamique au Grand Sahara, ce qui fait que la géographie précisément africaine aide ou incite ces terroristes, ces groupes terroristes radicalistes à se propager et à en même temps mener des actions de rapt, comme je l'ai dit, pour avoir d'abord des financements et en même temps mener des actions subversives. Et on peut même comprendre que le phénomène de la faiblesse, notamment l'absence de résilience étatique d'un certain nombre de pays sans les citer, on les connaît, fait que ces groupuscules ou ces groupes vont faire des connexions entre eux et profiter, on va dire, des interstices pour mener des actions de ce genre. Rien qu'hier, je regardais un peu les statistiques des personnes qui ont péri à la suite d'actions terroristes en Afrique, notamment subsaharienne. Ça se chiffre presque en milliers. Vous voyez, si on totalise globalement les victimes de ces actes. Donc, c'est une réalité qui est là. Donc, maintenant, c'est une question, bien entendu, qui est complexe et compliquée. La réponse devra être aussi composée et complexe. Donc, il y a, à mon sens, une série de mesures à prendre. Ne pas se contenter, je l'ai dit tout à l'heure, d'actions sécuritaires répressives, mais il faut aller chercher les racines de ce problème. Et ça commence par des actions sur le terrain de sensibilisation, d'éducation, de résilience, etc., etc. Et comme on dit, many hands make light work. Il faut qu'il y ait conjugaison de beaucoup d'acteurs locaux, nationaux, continentaux, mondiaux, pour au moins atténuer ce phénomène global et transnational. Alors, vous l'avez indirectement dit, la réponse militaire n'est pas tout le temps, en tout cas, celle qui résout le problème. On l'a vu avec le G5 Sahel et au Mali où plus de 16 000 forces étrangères en un moment étaient déployées, mais qui ne parvenaient toujours pas d'ailleurs à résoudre la situation. Ce qui nous pousse quand même à avoir une manière de diversifier l'approche. Peut-être que l'approche du développement aussi est aujourd'hui une des solutions indispensables pour contenir l'émergence de ces mouvements.
Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous, d'autant plus que nous avons l'expérience on va dire, de la régulation des flux migratoires dits irréguliers, etc. Et c'est à peu près les mêmes problématiques, parce que même pour l'immigration, les réponses liées au durcissement des conditions de délivrance des visas ou les rapatriements plus ou moins forcés, etc., pratiquement n'arrêtent pas les flux migratoires parce que c'est un phénomène qui est naturel, sociologique, etc. Idem pour la question du terrorisme. C'est tellement frustré, etc. Et la spécificité aussi du terrorisme, c'est qu'il y a une sorte de mouvement de flux et de reflux. Il a été matraqué, si vous voulez, par l'action surtout des États-Unis qui a été menée notamment en Afghanistan. On s'en souvient, le retrait dramatique, comme on le dit, et brutal de l'armée américaine en juin 2021. En fait, pendant 20 ans, toute cette présence, non seulement des Américains, mais aussi des Européens et d'autres acteurs, n'a pas venu au bout d'un certain nombre qualifié de dangereux. Et on voit très, très bien que les efforts de la communauté internationale doivent se conjuguer pour changer, si vous voulez, un peu de paradigme, la manière avec laquelle on peut traiter, examiner cette problématique qui est malheureusement, encore une fois, enracinée, parce qu'il y a plusieurs entrées, il y a plusieurs variables, et donc, du coup, vous l'avez si bien dit, je joins ma voix à la vôtre en disant qu'il va falloir aujourd'hui adopter une approche dite étiologique, aller vers d'abord l'identification des causes profondes du terrorisme et mener une action sur le long terme pour, au final, espérons-le, l'éradiquer. Ce qui ne manquera pas d'être discuté certainement à Marrakech. Merci à vous, Zakaria Aboudab. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Mohamed V, donc de Rabat. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir matinalement été avec nous sur Média. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.